Bonjour, aujourd'hui on vous propose l'essai d'une star en devenir, le BMW iX3, et c'est Fred qui nous en parle. Bonjour Fred. Salut Xavier. Alors on n'oublie pas bien entendu, avant de vous parler de ce modèle, on s'abonne, on active les notifications pour ne rien rater de nos vidéos. Alors Fred, ce BMW iX3, c'est le premier modèle de ce qu'on appelle la Neue Klasse chez BMW. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Neue Klasse? Oui, alors ça c'est déjà un nom qu'on avait entendu à l'horizon des années 70, quand BMW devait se relancer parce qu'ils étaient un peu dans le creux de la vague à l'époque. Et ça avait donné la BMW 1500 entre autres, et puis tout ce qui a suivi derrière avec la série 3, etc. Ici, BMW veut refaire la même chose, c'est-à-dire se réinventer, rester conforme à son ADN, mais redéfinir une BMW de manière différente. À l'ère électrique. À l'ère électrique, bien entendu, il y aura des possibilités d'avoir des motorisations thermiques avec, parce que c'est une plateforme multi-énergie, mais le focus est mis sur l'électrique. Et ce n'est pas juste refaire une nouvelle voiture d'abord électrique et puis thermique, c'est vraiment dans la conception complète de chaque élément de la voiture que BMW a revu complètement son approche. Donc elle est conçue dès le départ, de zéro, pour être aussi bien électrique que thermique. Exactement. Chaque fois, les modèles sont d'abord lancés en électrique, parce qu'a priori, c'est l'avenir et que c'est là-dessus que la plus grosse révolution intervient. On le verra tout à l'heure quand on partira rouler avec la voiture pour parler un peu au niveau dynamique. Mais c'est également dans toute la conception électronique, sécurité, confort, etc. Tout est fait de manière très différente, mais de manière très cohérente, et ça l'est d'autant plus quand la voiture est électrique. Donc ici, elle arrive sur le marché là, maintenant, en version ici, 50. 50, oui, donc c'est la version intermédiaire, parce qu'il y a forcément des versions M plus tard, mais des versions plus raisonnables. Et donc on est dans une voiture qui a d'office 4 roues motrices, déjà un très bon niveau de performance, on en parlera tout à l'heure. Mais qui dit Neue Klasse, nouvelle génération, dit aussi nouveau style. Et là-dessus, BMW était très attendu puisque les dernières années, c'était très controversé avec les calandres gigantesques, ici, on etc. Voit, ils arrivent sur quelque chose de plus léché, on va dire. On est plus léché, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu ce masque ici qu'il y avait sur les BMW des années 70, 80 et début 90. Une réminiscence de la petite calandre verticale ici. Ce double haricot. Voilà, exactement. C'est plus des dents de castor, c'est un peu des dents de lapin, mais c'est moins dramatique ici parce que c'est sur un SUV, donc ça joue un peu sur la verticalité. Mais on voit surtout qu'on revient vers des lignes franches, des équilibres surtout aussi de forme et de volume qui sont plus conformes aux standards de BMW. Donc on a un capot qui est bien marqué, forcément il n'y a plus une grande longueur parce qu'on ne met plus un 600 lignes en dessous a priori. Des ailes qui sont vraiment conformes à ce qu'on avait avec les premiers BMW X. Désolé, on a du mal à parler parfois, mais il faut vous rendre compte qu'il fait 3 degrés et il y a du vent comme c'est pas permis, donc c'est compliqué. Et puis bon, on voit vraiment des lignes qui sont vraiment très fluides. Il n'y a plus de gros coups de gouge comme il y avait avant. On a des grandes surfaces lisses qui sont très propices à l'aérodynamique, ce qui est bon pour une voiture électrique. Il y a des poignées affleurantes ici, on le voit. Ça, c'est quelque chose qui restera pour cette génération-ci. On sait qu'après, ça pourrait changer avec les règles imposées par la Chine. Cela dit, c'est déjà un bon gros gabarit. C'est un gros gabarit. On a un peu en dessous de 4,80 m ici. Donc, ça reste raisonnable par rapport à ses principaux concurrents qui sont l'Audi Q6. Il faut s'habituer à dire Q6 et pas Q5 ou Q4. Et le Mercedes GLC. Mais ça reste un peu plus grand que le X3 actuel qui reste en vente pour le moment en version thermique. D'accord. Au niveau hauteur, on est un peu plus bas aussi, forcément, puisqu'il faut un modèle qui va être plus aérodynamique, c'est très important. On voit qu'il n'y a pas de rail de toit ici, même s'il y a les emplacements pour pouvoir mettre... On voit que le profil est très fluide, très lisse. Il y a très peu d'arêtes. Ça a été vraiment optimisé, vraiment très efficace, et on se rendra compte aussi quand on roule avec la voiture en termes de bruit aérodynamique, etc. C'est là qu'on voit que maintenant les Européens ont rattrapé leur retard sur les Chinois. La conception aérodynamique de la voiture tient compte de ces éléments-là qui sont importants pour une voiture électrique. Et alors sur la partie arrière, on a aussi des éléments qui ont été très modernisés. On a bien entendu le rappel ici du creux pour mettre le logo en valeur, mais on a toujours le fameux L couché traditionnel, mais remis en scène avec tous les petits éléments ici. Il faut savoir que BMW va maintenant proposer des signatures qui sont spécifiques pour chaque modèle. Donc il n'y aura plus cet effet poupée russe entre les différentes familles de modèles. Ils ont résisté à la tentation de faire un long jonc chromé sur toute la largeur. Exactement, il n'y a pas de jonc chromé, il n'y a pas de jonc rouge ou quoi que ce soit. Maintenant ici on a quand même quelque chose qui est avec une vraie personnalité BMW, mais quelque chose de très lisse aussi. On voit la casquette qui est très travaillée aussi, toujours pour l'aérodynamique. Par contre il a une belle prestance je trouve sur la route avec des hanches bien marquées. C'est assez il y a un côté sportif, comme ça, il y a toujours ce côté dynamique. un petit peu... propulsion aussi,
Ouais. qui rappelle Ouais. l'ADN de BMW. Tassé sur l'arrière comme ça. Et alors, Ouais. dernière information, c'est la nouvelle police utilisée pour les nominations des voitures. C'est pas totalement différent de ce qu'il y avait avant, mais c'est spécifique à la Neue Klasse et donc ça se retrouvera sur les modèles qui viendront après. Pour le reste, moi je te propose de rentrer à l'intérieur Ouais, parce qu'il commence à faire un peu il fait caillant. pas chaud. Alors Fred, tu me disais en introduction que cette BMW iX3 Neue Klasse, c'est une petite révolution Exactement. à l'ère électrique chez BMW. En quoi est-ce que c'est une révolution Alors, justement? sur différents points, mais on va déjà commencer par rapport à l'électronique. Donc, il faut savoir que dans les BMW jusqu'à la Neue Klasse, il y avait un minimum de 10 unités de contrôle, par exemple, pour tout ce qui était infodivertissement, aide à la conduite, et assistance à la conduite, système dynamique, etc. Okay. Maintenant, BMW se concentre sur une architecture qui se limite à 4 super cerveaux, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dont un, le principal, qui s'appelle le Heart of Joy, qui gère toute la partie dynamique de la voiture, entre autres. Et ça permet de traiter les informations jusqu'à 10 fois plus vite qu'avant, et donc d'avoir une fluidité qui va être nettement supérieure. Ça se remarque également dans le fonctionnement des aides à la conduite. Au niveau de l'aménagement, il y a aussi une révolution, c'est-à-dire que BMW a repensé l'ergonomie de son cockpit. Et ça se voit, on s'était un peu plaint à un moment donné qu'ils avaient juste bricolé un écran comme ça pour faire comme tout le monde au lieu des différents éléments. Ici, ils sont revenus à une architecture de cockpit qui est vraiment conforme à leur philosophie driver-centric, donc le pilote au milieu de l'interface. Pourquoi? Tout simplement parce que leur idée, c'est tu dois essayer de garder les yeux le plus longtemps possible et le plus souvent possible sur la route. Ce qui paraît assez logique. Ce qui paraît assez logique. Donc l'écran en lui-même, ici, c'est un écran qui concrètement fait 17 pouces, donc c'est quand même grand. Mais quelle que soit ta position de conduite, tu peux le voir, tu as accès à tout facilement avec la main. Et la nécessité d'interagir avec est vraiment limitée par rapport à la conduite. Toutes les informations de la conduite sont reprises dans ce bandeau ici. Panoramique, là, qui le Panoramic Vision, oui, voilà, c'est ça. Donc le système complet s'appelle Panoramic iDrive. Et ça, c'est le Panoramic Vision. Et alors, il est réparti en 3 zones. Tu as une première zone ici, une deuxième centrale et une troisième là. Il faut savoir que les informations qui apparaissent à gauche et à droite sont totalement configurables ici. Tu peux les interchanger, tu choisis ce que tu veux, où tu veux. Et vient en complément un affichage tête haute 3D avec réalité augmentée qui vient compléter également les informations si tu le veux. Il y a 3 zones d'affichage quand même. Il y a 3 zones d'affichage. Alors, à la conduite, la première fois que je l'ai testé, très honnêtement, tu t'y fais vraiment très très vite et c'est très pratique. C'est intuitif. C'est intuitif. Le seul petit défaut que j'avais noté à l'époque, c'est que quand tu as les données de navigation, elles sont à la fois affichées ici, tu peux les avoir affichées sur le bandeau là et tu les as encore là. Et parfois, pour certains éléments, les perspectives ne sont pas les mêmes. C'est un peu redondant du coup. Et donc, c'est un peu redondant et surtout, ça peut être perturbant, mais de nouveau, en réalité, si tu veux, tu peux te passer des données de navigation là dans le bandeau, n'avoir que l'affichage tête haute et tu n'as plus besoin de regarder l'écran central. Donc ça fonctionne très très bien. L'autre aspect, c'est que BMW a également simplifié sa structure de menu. Donc les BMW jusqu'à maintenant, c'était une foultitude quand tu faisais comme ça. Il fallait 3 jours pour arriver au bout. Là, déjà, c'est beaucoup mieux géré. Ils ont aussi la politique zéro layer, c'est-à-dire que tous ces éléments-ci restent toujours disponibles quoi qu'il arrive. Tous les éléments liés à la climatisation notamment. Ici, même chose, des widgets, mais tu peux les configurer également à ta meilleure convenance. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Et enfin, tu as cet élément-ci qui, lui, va te permettre de voir, d'avoir les informations liées à ta conduite, ta consommation, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pas mal. Un beau volant. Hein. Oui, mais il faut le dire. Parce qu'il faut savoir que BMW, ils sont très malins. Donc, si tu achètes la version de base, tu as un volant avec 2 branches comme ça et tu n'as pas de branche là. C'est absolument affreux. Bon, c'est très personnel. Donc, ce volant, c'est une option. Mais forcément, si tu mets une option à quelques centaines d'euros ou à quelques milliers d'euros, tu peux avoir un volant normal. Ce que tout le monde va faire, bien entendu, parce que c'est ce que les gens veulent et c'est ce que BMW veut aussi. Cela dit, le volant affreux a été très utile parce que nous, on avait ça sur le modèle qu'on essayait à l'époque en Espagne. Et en réalité, l'ergonomie du cockpit est tellement bien faite que tu t'en rends même pas compte. Tu oublies le volant parce que tu regardes plus jamais ton volant. Donc c'est juste visuel. Oui. Donc ça, tu te dis aussi, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait un bon travail. Le seul moment où ça a été perturbant, c'est quand il avait fallu garer la voiture. Et là, tu dis, attends, mes branches sont là. Est-ce que mes roues sont droites? D'habitude, on a plutôt les branches horizontales. Et donc, on s'y fait très vite. Sinon, au niveau des commandes sur le volant, ce sont des boutons, c'est pas haptique. Donc, c'est quand même des vrais boutons ici sur lesquels on appuie.
Et tu as tout ce qui est aide à la conduite d'un côté, infodivertissement de l'autre. Quelqu'un qui n'a jamais roulé en BMW, il roule un quart d'heure avec, il a compris comment tout fonctionnait pour l'essentiel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, il n'y a pas de palette pour moduler la Alors ça, c'est régénération au volant. une des erreurs ergonomiques pour moi qui a été commise sur cette voiture. C'est que pour réguler, il faut passer par le menu. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que quelqu'un qui aime vraiment rouler à l'électrique, il aime pouvoir faire varier ça facilement. Il dispose comme d'un frein moteur, en fait, comme ça. Alors, l'argument de BMW, c'est qu'ils ont un système automatisé qui s'adapte. Mais le problème, c'est que ça te prend un peu du contrôle. Et même s'il fonctionne très bien, par rapport à d'autres constructeurs, il a plus de constance. C'est-à-dire tu vas prendre deux virages du même type, il va réagir 2 fois de la même façon. Ça, c'est très bien. Mais par contre, en circulation, parfois, il réagit de manière un peu plus différente d'une fois à l'autre pour des situations qui te semblent un peu similaires. Donc clairement, là, des palettes, ça aurait été bien. C'est un peu comme sur l'Alpine que tu as essayé il n'y a pas longtemps. Regardez la vidéo. Et où, clairement, des fois, pour faire différent, on passe à côté des choses simples. Vouloir réinventer la roue tout le temps, c'est pas une bonne idée. Bah, en tout cas, l'ensemble me paraît super bien intégré, bien fini, a priori. Exactement. Franchement, c'est un intérieur de qualité. Et ce petit volant, ça me fait vraiment penser au BMW. C'est bien que tu parles de qualité parce que là aussi, j'avais eu droit à une volée de bois vert de la part des fans de BMW pour le X3 quand il avait été présenté. Parce que les plastiques étaient d'une qualité totalement indigne d'un véhicule de ce prix-là. Ici, on a une finition un peu plus haute parce qu'on a la finition M, etc. Mais même sur la finition de base, on a quelque chose de qualité. Les tissus ici faits à partir de plastique recyclé sont qualitatifs aussi. Même ici, on se rend compte, le look ressemble un peu à ce qu'on a dans un X3, mais clairement, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus agréable. On a des matériaux moussés pratiquement partout. Partout, en tout cas, où les mains et les yeux peuvent aller, c'est vraiment qualitatif. Donc là, on est de nouveau dans une qualité digne de ce que BMW nous proposait fin des années 90 et début des années 2000. Enfin, oui, parce que bon, c'était devenu nécessaire, surtout face à des concurrents chinois aujourd'hui qui font du très bon travail sur ce demande-là. C'est clair. Et bon, pour le reste, à l'arrière, tu as de la place, malgré le fait que l'empattement ne soit pas aussi long que chez certains de ses concurrents, dont le GLC. Tu as vraiment énormément de place derrière aussi. 4 adultes d'un mètre 90 peuvent se mettre dans la voiture sans problème. La place du milieu, on sait ce que c'est toujours un peu moins bien, mais tu as un plancher plat qui est bien fait, tu as la climatisation séparée, tu as le toit ouvrant panoramique qui apporte beaucoup de lumière mais qui ne gêne jamais avec le soleil, donc c'est pas mal fait. Électrochromatique Écoute, non, il n'y a pas de réglage électrochromatique ni séquentiel ni total comme par exemple chez Mercedes, mais pour l'avoir utilisé en Espagne sous le soleil espagnol l'année passée, tu n'es jamais dérangé. Non. Même au niveau des reflets sur l'écran, c'est quand même plutôt bien fait. Donc à ce niveau-là, ça a été bien pensé aussi. Enfin, dernier élément, l'espace de chargement. On a un coffre qui est plutôt généreux, tu vois, de 570 litres à la base, donc ça c'est pas mal. Et tu peux aller à plus de 1300 litres au total, siège rabattu. Et tu as encore un frunk à l'avant de 58 litres. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est bien. C'est moins bien qu'un GLC qui approche les 100 litres réels, mais c'est déjà largement suffisant pour mettre un sac de travail, par exemple, ce genre de choses. Donc, très honnêtement, c'est bien pensé. Maintenant, bon, cette voiture-là, c'est une BMW. Elle nous promet beaucoup de rêves et un retour des vraies valeurs BMW quand on conduit. Donc, je te propose d'y aller. Ah bah, je t'accompagne. Donc, commençons directement par la technique. Ce sera le plus simple. Comme ça, on pourra se concentrer sur la conduite après. Donc, c'est une version 50 X-Drive ici. Ça signifie quoi concrètement? Qu'on a 2 moteurs, un par essieu, donc une 4 motrices, avec une puissance système qui atteint 469 chevaux pour 645 Nm. Et une voiture qui, en l'état, pèse un peu plus de 2400 kg avec les options qui sont dessus ici quand on regarde sur le certificat de conformité. Donc c'est costaud. Mais je veux dire, c'est largement suffisant et forcément, on est avec des performances qui vont être très très confortables ici. On a un 0 à 100 en moins de 5 secondes. Ici, on est à 4 secondes 9. Donc, il y a de quoi voir venir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui t'emmeneront au feu vert. La batterie, donc, toujours dans le plancher, forcément. Batterie toujours dans le plancher. Alors, c'est une toute nouvelle génération de batterie puisque le groupe motopropulseur dans son entièreté est de 6e génération chez BMW, avec des nouvelles batteries cylindriques qui ont une meilleure densité énergétique. Et quelle capacité? Alors, brut, c'est 115 kWh et on est à 108,7 kWh pour la capacité nette. Effectivement, donc c'est assez conséquent. Maintenant, c'est en rapport avec les performances et le poids de la voiture, bien entendu. Et du coup, l'autonomie WLTP? Alors, WLTP, tu es à 805 km. Et dans la réalité, on arrivera facilement à 600 km parce que la voiture est vraiment très efficiente. C'est-à-dire que descendre en dessous des 20 kWh,
au 100 n'est pas un problème du tout. D'accord. Dans une conduite normale, même par temps froid, on arrive sur des consommations qui sont vraiment très efficaces, notamment avec un système de roue libre qui fonctionne très bien. Donc là, on va monter à 90. Okay. Je lâche. Donc tu peux constater que malgré les grosses roues de 22 pouces, on était un petit peu en montée au départ, etc. Plat, exactement. C'est vraiment très très efficace. Pour être honnête, ce n'est pas encore aussi impressionnant que sur un GLC ou sur une CLA, mais c'est déjà très très impressionnant comme tu peux le constater. Est-ce que quand tu es en roue libre, la voiture maintient une distance de sécurité? Alors, le système automatique permet effectivement de moduler en fonction du trafic. Ok, ouais. Le système intelligent va de toute façon bien régler, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de ça pour changer vos réglages. En termes d'affichage, ben voilà, ici concrètement, dans ton champ de vision, tu as vraiment toutes les informations qui sont là. Donc, dans une conduite normale, sauf si tu veux vraiment changer ta musique ou quoi que ce soit, jamais tu ne vas regarder là. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus en termes d'ergonomie. Et ça a l'avantage aussi de différencier vraiment BMW de ses concurrents. Je veux dire, là où Mercedes a un énorme écran sur toute la planche de bord, eux, ils viennent avec un énorme élément. Franchement, c'est bien intégré, c'est soigné, ça présente vraiment bien. L'avantage, c'est que quelle que soit la luminosité, tu vois toujours tout très bien aussi. C'est totalement indépendant du soleil ou quoi que ce soit. Alors, en termes de performance, ça va tout seul. Et on n'est pas dans le mode le plus sportif. Et t'es très vite Ça accélère fort, mais c'est pas, tu sais, le tac. Oui, exactement. Mal donc à la là, nuque, c'est un des éléments où ils ont beaucoup progressé, donc avec le fameux Art of Joy. Il fluidifie un peu l'arrivée de la puissance. Exactement, sans perdre en performance, c'est là que c'est impressionnant. Mais c'est surtout dans le fait que BMW utilise le couple des moteurs électriques également pour, entre guillemets, remplacer les fonctions de suspension pilotée ou de 4 roues directrices. Alors là, il faut que tu m'expliques. La voiture a toujours plus de couple à la roue que ce dont elle a besoin pour se propulser. Okay. Et donc, si tu veux, quand tu as une force sur une roue, concrètement, si tu as, par exemple, si tu appliques une force différente dans une direction différente, ça atténue le mouvement et les effets de la première force. Et c'est ce qu'ils font ici. C'est ce qui permet d'avoir une voiture qui, d'une part, est beaucoup plus confortable qu'on l'imaginerait malgré le poids et la taille des roues. Parce que le fait, c'est très confort. Oui. Alors que, bon, on est quand même dans une voiture de 2 tonnes 4 avec des jantes de 22 pouces et des pneus en 35 dessus. Malgré ça, tu as vraiment l'impression d'avoir... Un filtrage vraiment étonnant. Est vraiment très, très impressionnant. C'est pas encore tout à fait au niveau d'un GLC avec une suspension pilotée, mais qui est quasi. C'est une suspension pneumatique qu'on n'a pas ici. Voilà. Mais franchement, c'est pas handicapant. Mais là, clairement, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment un game changer parce que j'ai récemment roulé avec un Cayenne turbo électrique qui est un avion de chasse extraordinaire, mais qui lui aussi dispose du Porsche Active Ride, des 4 roues directrices, etc., de tout l'attirail qu'on n'a pas ici. Donc sur ce plan-là, il y a quand même un vrai plus dans l'exploitation de la nature électrique de la voiture. D'accord. Et donc là-dessus, c'est vraiment très très impressionnant. L'autre élément qu'il va y avoir, que malheureusement on ne peut pas tester en Belgique, parce que la loi ne l'autorise pas encore, c'est au niveau des assistances à la conduite. Moi, je l'ai testé en Espagne parce que là, on avait une dérogation pour l'utiliser. Mais donc, le régulateur de vitesse dispose également de l'assistance au changement de ligne. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Tu mets ton coup de clignotant, tu regardes ton rétroviseur et la voiture change de ligne toute seule. En Belgique, ça n'est pas autorisé. En Allemagne, ça l'est. Mais la voiture est capable de le faire. Donc, si demain, la loi passe et que c'est bon, une mise à jour OTA et c'est fait. Autre aspect, c'est BMW a développé ce qu'ils appellent des aides à la conduite en symbiose. Pour reprendre un jargon qui soit compréhensible. Ça signifie quoi ? En général, quand tu as des aides à la conduite, on va remettre, ici, voilà, si je veux changer, la voiture va résister et elle va faire ceci. Des vibrations dans ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu es sur l'autoroute ou quoi, tu as mis le maintien de ligne. Et si à un moment donné, tu décides de changer de ligne, tu vas le faire comme s'il n'y avait pas d'aide à la conduite. Parce que la voiture part du principe que si tu fais le mouvement, c'est que tu as décidé de le faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu laisses aller la voiture et qu'elle va sur la ligne, elle va corriger comme d'habitude. Et est-ce que par exemple, il y a des modes de conduite normales, sport, Alors éco? oui, il y a des modes de conduite. Mais contrairement à ce que BMW faisait ici, maintenant tu en as plus 50 000. Tu as sport, efficient, silent. Et alors tu as le personal par défaut qui lui va retenir tes réglages que tu peux configurer ici. Donc là, tu vas pouvoir configurer ce que tu veux. Et donc là, comme tu le vois ici, tu as tout. Tu as le style d'affichage, mais tu as surtout expérience de conduite. Et là, tu peux régler ta suspension en fonction. Donc l'architecture est une architecture 800 volts. Et le pic de recharge est de 400 kW. Mais concrètement, tu passes de 10 à 80% en à peine plus de 20 minutes.
ça va. Donc tu as une moyenne de 230 kW, donc c'est vraiment très stable. Compte tenu de la capacité de la batterie, c'est quand même très hein. intéressant. Ouais, ça va. Mais ici, tu vois vraiment qu'ils ont pris le temps de réfléchir aux choses plutôt que de réagir. Et donc ça commence à payer. Donc il y a des tas de domaines dans lesquels les Chinois avaient de l'avance et où c'est plus le cas maintenant, quoi. Ouais. Donc beau travail sur ce plan-là. Ce que moi je retiens de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai pu expérimenter après ce petit galop d'essai, c'est le confort de marche qui est vraiment sidérant. Apparemment la très bonne efficience énergétique, ça je dois dire que c'est assez bluffant. Et le niveau de performance qui est BMW, quoi. Le plaisir de conduire, BMW renoue avec le plaisir de conduire. Exactement, donc sur ce plan-là, ils ont vraiment très très bien travaillé. Maintenant, la voiture n'est pas parfaite. J'allais dire. Et il faut déjà parler du prix, hein. On est quand même à 69 900 € minimum ici. Ça commence déjà à piquer. En tout cas pour un particulier, voilà, c'est pour très un particulier. Même si la cible première, en tout cas en Belgique, de ce véhicule, c'est le Fleet. Ouais. Et là-dessus, elle pourra facilement lutter contre des voitures qui sont parfois 15 ou 20 000 € moins chères parce qu'il y a la fameuse valeur résiduelle. Voilà. Mais c'est aussi une voiture qui peut être beaucoup plus chère que presque 70 000 € parce qu'on reste chez BMW, chez un constructeur premium allemand. Un catalogue d'options. Les catalogues d'options, même si c'est beaucoup par des packs, etc., ça fait vite monter la facture de plusieurs milliers d'euros. Et puis bon, il y a quand même un élément, je trouve, important, c'est que je trouve dommage qu'avec tout le travail qu'ils ont fait pour rendre cette voiture si agréable à conduire, on n'aille pas ces fameuses palettes au volant pour moduler justement quand tu veux conduire la régénération, dynamique. Ça exactement. manque. Et j'aurais préféré garder un bon vieux mode, un bouton pour changer les modes de conduite, plutôt que là devoir passer par l'écran. Ce sont des petits détails, mais quand tu vas aussi loin dans la conception de ta voiture, je trouve que ça aurait pu être fait. La voiture est tellement bien par ailleurs, presque parfaite par ailleurs, que ces petits détails-là peuvent agacer. Je te propose d'en rester là parce que notre ami Kim, cadreur, est sous... Non, mais il a l'air bien là. Hein. Est sous une inverse. Oh, c'est dommage, il a oublié sa capuche. On va vous laisser là, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos alors. Merci. Bye.